Bonjour tout le monde. Nous attendons juste notre modérateur qui a quelques difficultés techniques. Il va se joindre à nous dans quelques minutes et nous allons commencer. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre modérateur, Christian Yawalo, avait quelques difficultés techniques. Nous sommes très contents qu'il vienne de se joindre à nous. Je vais juste commencer par l'affirmation autochtone, puis par la suite, je cède la parole à Christian. Alors, nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et sur ce, Christian, je te cède la parole pour débuter l'événement. Merci beaucoup, professeur Terry. Je tiens à m'excuser. C'est indépendant de ma volonté. J'ai fait ce que je pouvais, mais la technologie avec moi, on ne fait pas un. Donc, Dieu merci, j'ai pu quand même régler ce petit souci technique. Alors, rebonjour, mesdames et messieurs. Je suis Christian Alou, candidat au doctorat à la faculté de droit. J'ai vraiment le plaisir de modérer ce rendez-vous de partage et d'apprentissage sur une question d'actualité, une question d'intérêt public. Vous savez, s'il y a un phénomène social qui met mal à l'aise et divise au sein de l'opinion publique, c'est bien le phénomène des inconduites policières. Il n'y a pas d'unanimité sur les causes d'un abus d'autorité policière ou de deux poids, deux mesures auxquels s'adonnent certains policiers. Certains pointent du doigt les manquements de la formation des agents de la paix et de l'insuffisance du budget dans la mission noble de protéger et servir, sans le moindre égard à la race. D'autres y voient en revanche l'expression d'un racisme institutionnel et systémique qui n'a que trop duré. D'autres encore, majoritairement des juristes, pointent du doigt les limites de la législation qui encadre le mandat du policier. Ce dont on est certain, c'est que l'inconduite policière est juridiquement prohibée et les conséquences sur les victimes directes et indirectes sont sans précédent tant le trauma est grand. Alors, pour mieux comprendre le phénomène et explorer les pistes de solutions,
Le Centre de droit public a le plaisir et l'honneur d'accueillir 4 panélistes de haut calibre dont l'engagement et l'expertise nous permettent d'avancer sur la question. En raison de la densité et de la magnificence de vos parcours, de vos travaux et de vos fonctions, permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'excuser déjà auprès de vous si j'oublie ou si je raccourcis de façon maladroite qui vous êtes ou ce que vous faites. Professeur Marie-Ève Lacroix, le calibre de notre première panéliste plante le décor. Docteur en droit, professeur agrégé à la section de droit civil à la faculté. Maître Marie-Ève Lacroix est avocate auprès de la Cour d'appel du Québec. Professeur invité partout dans le monde et membre de rang de plusieurs centres de recherche titulaire de la chaire Miroir Ottawa-Lyon. Ces centres de recherche et d'enseignement en droit privé sont le droit comparé des systèmes juridiques alémaniques, belges, français et helvétiques. Les obligations, les personnes, les responsabilités. Et justement, parlant de responsabilité, ces travaux publiés sur la responsabilité des forces policières ont été cités par la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel du Québec et j'en passe. Elle a été invitée à être conseillère éditoriale pour le juriste classeur LexisNexis plutôt au Canada. Notre second invité, Maître Fernando Belton, a un parcours exemplaire hors du commun qu'on souhaite à tout jeune égaré qui, à un moment donné de sa vie, refuse que son avenir le soit dicté ou lui soit imposé par son environnement pour devenir un modèle de réussite, ce qu'il est aujourd'hui pour la communauté. Chargé de cours à la faculté de droit et de plusieurs ateliers concernant le profilage racial, engagé corps et âme dans le social, le jeune barreau de Montréal lui décerne en 2021 le prix Pro Bono pour son implication sociale. Il est récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en 2013, sélectionné par ailleurs comme gouverneur de la relève par la Fondation du barreau de Montréal. Président de la clinique juridique de Saint-Michel qui mobilise en termes de chiffres une quinzaine d'avocats bénévoles, une soixantaine d'étudiants bénévoles, des centaines de dossiers avec plusieurs affaires qui ont fait écho dans l'opinion publique, comme l'affaire Pacifique ou vos prises de position dans l'affaire Camara. Son cabinet exerce en droit criminel, en droit civil, en droit de la famille, en immigration. Notre troisième invité, notre cher professeur Terry, co-directeur du Centre de droit public, est professeur adjoint à la faculté de droit section droit civil. Ses centres d'intérêt couvrent le droit criminel, la procédure criminelle, le droit constitutionnel, comme en témoignent ses nombreuses publications. Et pour avoir eu le privilège d'échanger plusieurs fois avec lui, je le sais particulièrement préoccupé par la question des inconduites policières. Alors, fort d'un enseignement innovant, il est désigné par ses pairs comme récipiendaire du prix pour l'excellence en enseignement en 2020. Ceci n'est pas un cas isolé puisqu'il est récipiendaire des bourses de doctorat du CRSH, Joseph Armand Bombardier, et du Fonds de recherche du Québec. Avant de se joindre à la section droit civil, il a également occupé les fonctions d'auxiliaire juridique auprès de l'honorable juge Russell Brown et a travaillé, et ça je le précise, c'est très intéressant, a travaillé comme ancien policier patrouilleur au sein du service de police de la ville de Montréal. Intéressant, puisque cette expérience a façonné sa lecture des inconduites policières et je suis curieux d'écouter ses analyses et ses réflexions sur cette question épineuse. Notre dernier invité, pas des moindres, le docteur Jude-Marie Sénat, est professeur agrégé à l'école de psychologie, chercheur de haut calibre et communicateur aguerri dont l'engagement social occupe une place importante dans son parcours, membre du Collège des nouveaux chercheurs, artistes et scientifiques de la Société royale du Canada. Il est le président du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs et directeur du laboratoire de recherche sur la vulnérabilité, les traumatismes, la résilience et la culture de l'Université d'Ottawa. Ses travaux explorent les disparités en matière de santé mentale et des services sociaux, les facteurs associés à la vulnérabilité, au traumatisme et à la résilience, avec un intérêt particulier pour le rôle des facteurs culturels. Le docteur Jude-Marie Sénat dirige un projet majeur sur la santé mentale des communautés noires au Canada qui a permis de développer des formations en ligne visant à doter les professionnels de la santé des connaissances nécessaires pour fournir des soins culturellement appropriés et antiracistes. Il s'agit de Mental Health
forevereveryone.ca. Je fais une précision technique avant de céder la parole au docteur Jude-Marie Sénat. Alors, vous pouvez, pour les participants, vous pouvez poser les questions dans le chat. Chaque communicateur aura entre 10 et 15 minutes pour sa présentation. Et à la fin de l'ensemble des présentations, j'aurai le privilège de poser une ou deux questions avant d'élargir la parole au public. Professeur Jude-Marie Sénat, je vous cède la parole. Merci, Yao, pour la présentation. Bonjour à tous. Je vais pouvoir partager partager mon écran. Ça va me faciliter la tâche. Ça devrait être bon. Et c'est bon, vous voyez comme il faut? C'est bon, vous voyez mon écran comme il faut? Et oui. Voilà, oui, merci. Mais merci encore, Thierry, Marie-Ève, pour l'invitation et pour l'organisation de ce programme. Ma présentation, c'est une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes, pour essayer de voir de quoi on parle. Mais donc, j'ai titré ma présentation surtout par rapport au trauma racial, parce que c'est un trauma quand les personnes qui devraient vous protéger et que vous commencez à avoir peur des personnes qui devraient vous protéger, quand vous êtes victime de la part des personnes qui devraient vous protéger, et quand, en plus, ce n'est pas un trauma simple, c'est un trauma qui vous poursuit, qui colle à votre peau. Et c'est pour ça que j'ai dit quand le problème s'accroche à vous, parce qu'on peut se débarrasser de quelque chose. Par exemple, si vous avez été victime d'une agression quelconque, vous ne le vivez plus, cette agression. Vous pouvez vous en débarrasser. Et quand vous avez été victime de trauma racial, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre couleur de peau. Et donc, comme vous ne pouvez pas vous en débarrasser, ça vous suit, ça vous poursuit. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a une hypervigilance aussi qui est liée au trauma racial. Cette hypervigilance qui fait que, personnellement, je pourrais, quand il y aura des questions, en parler un peu plus. Moi, quand je vais à Montréal, la première question que je me pose, est-ce que mon épouse n'est pas trop fatiguée? Si elle n'est pas trop fatiguée, ben, c'est elle qui conduit. Parce que tout simplement, je sais qu'elle a moins de risques de se faire arrêter. Alors que si on voit que c'est un homme noir sur le volant, je sais que le risque, il existe et que non seulement qu'il existe, il est plus grand. Et donc, l'omniprésence de cela, et quand on parle de privilèges blancs, j'ai beaucoup de collègues qui vont me dire « Ah, mais moi, je ne me sens pas privilégié. » Ben tiens, vous n'avez pas à penser à ça. Vous n'avez juste pas à penser à qui je vais donner le volant parce que c'est quelque chose qui ne vous arrive pas de vous faire tout le temps arrêter par la police, soit parce que vous avez une voiture que la police estime trop belle pour qu'une personne noire puisse l'avoir, soit parce que la police décide juste de vous harceler tout simplement, ou bien si vous faites votre jogging le matin, vos voisins n'appellent pas pour dire, ben, tiens, il y a un homme noir sur le quartier qui fait du jogging et que c'est suspect. Et donc, ces choses-là, ce sont des choses qui vous collent à la peau, et là, je ne parle pas de coller à la peau de manière subjective, c'est littéral, c'est quelque chose qui arrive vraiment. Et donc, ma présentation aujourd'hui va nous permettre de regarder ces enjeux-là et de les regarder d'une manière un peu plus, comment dire, un peu plus concret, à la fois en voyant les chiffres, mais également de l'enquête Become Heal, mais également en regardant par rapport aux expériences des gens. Cette image, c'est une image que tout le monde connaît, mais j'aimerais quand même noter le fait que moi, quand c'est arrivé, j'ai pas l'habitude de regarder ce genre d'images-là. Et normalement, en temps normal, je ne l'aurais pas regardé parce que je ne regarde pas les images choquantes et mes amis le savent, les gens qui me sont proches le savent et normalement, ils ne les transmettent pas. Vous voyez le policier, mais vous n'allez pas voir M. Floyd en dessous du policier et c'est fait exprès parce que je sais que ce sont des images traumatisantes.
Mais ce qui arrive, c'est que quand c'est arrivé, mon épouse m'a dit, mais non, non, tu dois regarder ça, c'est quelque chose de... c'est une folie, moi, je ne comprends pas, tu dois vraiment regarder pour comprendre. Et de voir que pendant ces longues minutes, et moi, je regarde la première fois en disant, mais non, il va se lever à un moment, il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un va le pousser, les autres policiers vont le pousser, mais non, c'est fait comme ça et c'est comme ça. Et assez rapidement, il y a beaucoup d'hommes issus des communautés noires, surtout des hommes, qui vont pour la première fois en parler à leurs parents, d'autres qui vont pour la première fois vouloir rencontrer des psychologues, voir des psychologues pour parler des conduites policières qu'eux-mêmes avaient été victimes. Et là, à un moment même, au sein de l'Université d'Ottawa, j'ai dû solliciter le rectorat, la présidence de l'université, justement, parce qu'il y avait un tel besoin et des organismes communautaires nous contactaient pour nous dire que 2 jeunes hommes noirs, 2 étudiants de l'Université d'Ottawa, les avaient contactés parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils se mettaient à rêver eux-mêmes de ce qu'eux avaient victime, des moments où ils avaient craint pour leur propre vie par rapport à de l'inconduite policière. Et donc, quand on regarde ça, et c'est ça la tendance de manière générale, on se dit, ben, ah non, c'est arrivé aux États-Unis, ce n'est pas des choses qui peuvent arriver au Canada. Et j'aimerais vous parler justement du cas de Raphaël. Raphaël, c'est un jeune de Montréal-Nord qui partage son expérience avec nous dans le cadre de notre projet et qui m'explique que ça a commencé, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un lourd casier judiciaire, qui est criminalisé, mais ça a commencé avec, c'est un jeune modèle qui travaillait normalement, et qui, une fois, a été pris par la police, où on a dit qu'il faisait 120, presque 120 km/h dans une zone de 50. Sauf que lui, il savait qu'il faisait moins de 60 km/h et il disait, ben, si le policier voulait me donner une contravention, il pouvait même me donner une contravention pour jusqu'à 60 km/h, j'aurais même pas contesté parce que je savais que je faisais à presque 60 km/h. Sauf que là, on lui a enlevé rapidement son permis, il va en cours et il perd. Il perd parce qu'il ne prend pas un avocat pour aller en cours. J'ai fait l'expérience moi-même parce que cette expérience-là, c'est une expérience assez traumatisante, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est la première fois de ma vie, je parle de l'an passé, c'est la première fois de ma vie que j'ai été dans un tribunal en tant que genre quelqu'un qui a été appelé au tribunal. Et ça m'a marqué parce que personnellement, je croyais que c'était quelque chose de plus simple, puis j'ai compris que c'était quelque chose en fait de très traumatisant. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est que j'ai dû payer plus de 1% de mon salaire brut annuel. Et j'ai compris pourquoi des jeunes qui n'ont pas de salaire, des jeunes qui ont très peu de salaire, ne peuvent pas se défendre et ne prennent pas d'avocat. Et moi, personnellement, je n'allais pas prendre d'avocat parce que mon cas, j'avais trouvé que c'était tellement simple. Mais mes amis qui le savent m'ont dit, des amis avocats m'ont dit, non, 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 tu prends un avocat parce que si tu y vas tout seul, tu vas perdre. Et de fait, c'est que lui, il a été tout seul, Thomas, il a perdu. Et puis, bon, son permis lui a été enlevé et quelque temps après, il devrait aller s'acheter du pain. Ben, il s'est dit, ben, c'est 2 kilomètres, je ne vais pas y aller à pied. Il a pris la voiture de son père et là, malchance pour lui, la police l'a arrêté et c'est là que ça a commencé. Et c'est là qu'il a eu son premier casier judiciaire et c'est là qu'il a été en prison d'abord pour 16 jours et après, ça s'est enclenché comme ça et toute cette question. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au moment où il a perdu son permis, sa qualité de vie a tout de suite baissé. Pourquoi sa qualité de vie a baissé? C'est parce que alors qu'il prenait sa voiture, il faisait 20 minutes pour aller travailler. Là, maintenant, il devait prendre le bus où il passait plus d'une heure, près d'une heure et demie en bus, tous les jours à l'aller et au retour. Et ça lui faisait des fois 3 heures de bus pour aller travailler. Et donc, imaginez, vous faites 3 heures de bus pour aller travailler ou vous prenez votre voiture et vous faites
20 minutes pour aller travailler, ce n'est pas la même chose. Donc, la question du racisme, au fait, c'est une question qui tue, mais ça tue à petit feu aussi. Ce n'est pas juste le fait qu'un policier puisse tuer, mais c'est aussi le fait que ça tue à petit feu. Mais j'aimerais juste quand même clarifier juste la question de la définition pour dire que le racisme, c'est plus une idéologie. Ce sont des préjugés qui sont vraiment dans l'idéologie, dans le fait que les gens vont croire que, ah, mais tiens, juste par leur couleur de peau, ils sont supérieurs à d'autres personnes. Mais la question de la discrimination raciale, c'est dans le vécu. C'est dans le vécu, dans le traitement des gens, des traitements inégaux, le fait que assez rapidement, on va croire que, ah, mais t'es noir, t'es moins intelligent. Et le nombre de fois, même à l'université d'Ottawa, même en tant que professeur, et c'est des fois c'est des choses qui peuvent venir vous chercher, que quelqu'un essaye de vous expliquer ce que c'est une forme électronique, ou que quelqu'un essaye de vous infantiliser à vous expliquer quelque chose, mais la personne prend pour acquis que le fait que vous êtes noir, vous devez être moins intelligent, et donc je devrais pouvoir vous expliquer. Donc, il y a des formes beaucoup plus implicites, il y a des formes beaucoup plus explicites, et justement, les conduites policières, le profilage racial et des actes assez agressifs par les policiers, c'est explicite, c'est du racisme souvent explicite, et même si ça ne se dit pas, ça se voit que la personne vous déteste, ça se voit que la personne ne vous aime pas, et la personne ne vous aime pas pour aucune raison. Moi, dans mon cas, il y avait 3 étudiantes de mon labo dans ma voiture, et on allait dans un colloque à Montréal, à Longueuil, à l'université de Sherbrooke, et le policier a pris pour acquis, si un jeune homme noir a 3 jeunes femmes dans sa voiture, ça devrait être quelqu'un qui devrait être un pimp, et il mérite déjà pour cela d'être arrêté. Et quand on voit le racisme, c'est à différents niveaux. C'est d'abord à un niveau interpersonnel, c'est aussi à un niveau interpersonnel, c'est entre personnes, mais institutionnel, parce que nos institutions ont été créées de manière à exclure de manière systématique les personnes qui sont issues des communautés racisées. C'est la façon dont les politiques sont faites. Et on peut se poser la question pourquoi certaines facultés n'ont jamais pu recruter de professeurs autres que des professeurs blancs. Et quand on se demande pourquoi, les gens vont se dire « Ah, mais les professeurs blancs vont croire que c'est parce qu'ils sont plus intelligents. » Mais je leur dis, ils devraient s'inquiéter. C'est pas parce que du tout que vous êtes plus intelligent, mais c'est parce que le système a été créé pour cela. Et de manière générale, les gens vont croire que, ah, mais tiens, si on cherche à recruter des personnes issues d'autres communautés, ah, mais tiens, on nous tire par le bas. Non, on n'a pas besoin de tirer par le bas. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de reconsidérer ce qu'on fait, et on va voir que, ah, mais tiens, il y a d'autres personnes, autres que nous autres, des personnes blanches qui peuvent faire ces cours-là, qui peuvent faire de la recherche, et je pense que l'Université d'Ottawa devrait s'en réjouir, parce que les professeurs BIPOC, en général, ce sont des professeurs qui donnent de bons résultats, et ça devrait encourager les unités à en recruter. Et puis, il y a le racisme beaucoup plus, en fait, là, j'ai déjà abordé ça, le racisme beaucoup plus structurel, beaucoup plus systémique, qui vont faire que c'est extrêmement... Même les étudiants, ils ne veulent pas faire des études supérieures parce qu'ils ne croient pas dans le système, d'ailleurs. Et puis, peut-être juste dire un mot sur le racisme intériorisé, le fait qu'à un moment, les gens même qui sont issus des communautés racisées, ils finissent par croire ça, ils finissent par l'intégrer. Et c'est pour cela que vous allez entendre des gens dans les communautés noires, par exemple, dire aux jeunes, ne portez pas de boucle d'oreille, ne vous tatouez pas, comme ça, la police va vous respecter. Ah ben moi, je peux vous dire que quand le policier m'a arrêté, j'étais en veston, ça ne l'a pas empêché de m'arrêter. Et donc, on intègre un ensemble de choses en croyant que, ben tiens, ça va faire que la police va vous respecter, ça va faire que les gens vont vous respecter. Et même des personnes issues des communautés noires qui vont exercer de la violence, en fait, je vais dire de la punition corporelle envers leurs enfants, ils vont dire, ben, je préfère que ça soit moi qui tape mon enfant au lieu que ça soit la police qui le fait. Et parce que c'est comme, en fait, je garde mon enfant durement pour que la police ne le fasse pas. Donc, on intègre un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement de l'estime de soi, parce qu'il y a des gens qui ont une bonne estime de soi, mais qui vont continuer justement à avoir du racisme intériorisé, des gens qui sont bien éduqués qui vont vous dire « Ah, ben tiens, moi, j'habite un quartier où il n'y a pas de noirs et c'est comme si c'était un compliment. » Ou bien des gens qui vont prendre pour un compliment le fait qu'on vous dit « Ah, ben tiens, Jude-Marie, t'es de telle origine, mais t'as pas l'accent. »
et on va prendre ça comme un compliment, et pourtant, ce sont en fait des attitudes racistes. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est en fait un trauma, et si on regarde comment on définit un trauma dans le DSM et les conséquences du trauma dans le manuel diagnostique des troubles de santé mentale, eh bien, des troubles mentaux, on va voir justement que ça a les mêmes effets. Et ce sont des effets assez dévastateurs en termes de détresse psychologique, de troubles de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété, de faible estime de soi, mais également ça a des impacts sur la santé physique. Les gens qui vivent du racisme vont développer plus d'hypertension artérielle, plus de diabète, plus de maladies cardiaques, et en plus de ça, ils vont mourir plus jeunes. Et ce n'est pas pour rien, on a considéré par exemple à un moment des étudiants de la promotion des promotions des années 70 à Yale University, ce qu'on va voir, c'est que les personnes, les jeunes, les étudiants, les anciens étudiants noirs, ils meurent plus rapidement que les autres. Et puis, on regarde, on se dit, mais pourquoi ils meurent plus rapidement? Puis, on va voir que le stress qui est cumulé, plus c'est des personnes bien placées dans la société, qui ont de bons postes, mais plus vous avez de bons postes, plus vous êtes isolés également, et plus vous vivez un ensemble de racisme. D'ailleurs, l'une des choses qui, peut-être que je peux le dire plus simplement, l'un des plus importants facteurs de risque de discrimination, d'idéation et de tentative de suicide chez les jeunes noirs aux États-Unis, c'est l'acculturation. Mais le dire plus brut, de manière un peu plus brute, en fait, c'est l'intégration. Plus ils sont intégrés, plus ils sont sujets à vivre du racisme. Et puis, on a, dans notre étude, pour montrer justement que ce n'est pas un problème américain, on a évalué différents niveaux de racisme, différents types de racisme, et on va voir que par rapport au racisme, à la discrimination raciale quotidienne, eh bien, les personnes issues des communautés noires vont en vivre beaucoup, et on va voir qu'il y a 36 fois plus de chances de présenter des symptômes de dépression sévère si vous avez vécu un niveau très élevé de discrimination raciale quotidienne comparativement à ceux qui en vivent de manière très faible. Donc, c'est extrêmement important, ça attaque la question de la santé mentale. Et puis, on a aussi évalué la discrimination raciale majeure dans différents niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Et j'aimerais quand même noter au niveau de l'éducation, dans l'éducation, c'est l'endroit où il y a le plus de race, où les personnes issues des communautés noires vont dire qu'ils vont vivre le plus de discrimination raciale majeure. Et l'un des endroits où ils vont vivre encore beaucoup, c'est au niveau de la police, où 59,6%, environ 60% des hommes vont dire qu'ils ont été victimes de profilage racial de la part de la police, et c'est 42,8% des femmes. Donc, ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit des personnes issues des communautés noires, 3 hommes sur 5 ont déjà été victimes de profilage racial au niveau de la police, ce qui est quand même assez énorme. Puis, je me suis amusé à regarder pour la présentation d'aujourd'hui, c'est à comparer les problèmes de santé mentale entre ceux qui sont victimes de discrimination de profilage racial et ceux qui ne sont pas victimes de profilage racial. Ce que ça donne, c'est que ceux qui sont victimes de profilage racial, eh bien, quand on considère le trouble de stress post-traumatique, 65% d'entre eux vont rapporter des symptômes sévères de troubles de stress post-traumatique. C'est 25% pour ceux qui ne sont pas victimes de profilage racial. Si on regarde par rapport à la dépression, c'est 60,9% des personnes issues des communautés noires qui ont été victimes de profilage racial qui vont rapporter des symptômes de dépression sévère, contre 27,7% pour ceux qui ne sont pas victimes, qui n'ont pas été victimes de profilage racial. Par rapport aux idéations suicidaires, justement, c'est 63,8% de ceux qui ont été victimes de profilage racial qui vont rapporter des idéations suicidaires, contre 29%, environ 29% pour ceux qui n'ont pas été victimes. C'est extrêmement important parce qu'à un moment, quand vous êtes humilié par la police, quand vous êtes humilié par les gens qui étaient censés vous protéger, c'est quoi vos recours? Quels sont vos recours? Quand vous n'avez pas confiance en la justice, les idéations suicidaires deviennent quelque chose qui frôle l'idée des gens. Et c'est pareil pour les tentatives de suicide où, en fait, il faut le dire,
je calcule seulement les tentatives de suicide par rapport à ceux qui ont déjà rapporté des idéations suicidaires. À ce moment-là, on est à 60% et 24% pour 60% pour ceux qui sont victimes de profilage racial, 24% pour ceux qui n'en sont pas victimes. Et peut-être pour avancer et finir, je voulais parler rapidement du cas au lieu de parler du cas de Thomas, parler du cas de Raphaël. Raphaël, c'est un jeune homme qui a essayé de rentrer en fac de médecine après son cégep, qui a eu que des A+ au cégep. Malheureusement, il a été refusé. Il a fait un bac en biochimie et puis après, il a réessayé dans son bac de biochimie. Sa note la moins élevée, c'est un A. Après, il a que des A+, et il a été refusé à nouveau dans trois facultés de médecine de trois universités. Et là, il rentre dans une dépression profonde. Pendant 2 mois, il ne sort pas de chez lui. Il n'arrive presque plus à se doucher et sa maman essaie de l'encourager, mais sors, prends une marche, fais quelque chose, c'est pas la fin du monde que tu ne sois pas accepté, tu vas recommencer l'année prochaine, arrête de te faire du mal. Et là, il s'essaye et le premier jour qu'il sort, parce que sa maman n'arrête pas de l'encourager de sortir, et il sort et sur sa route, il rencontre 2 policiers dans une voiture et qui lui disent « Hey macaque, tu vas t'acheter des bananes ?» Il rentre chez lui et il fait une tentative sérieuse de suicide. Quand sa maman le retrouve, il appelle les ambulances et on va le plonger dans un coma pendant pendant plus d'1 mois, il va être dans un coma artificiel et dans un coma induit. Et ce jeune homme-là, quand il va se réveiller justement de ce coma-là, quand on va le réveiller, les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux vont dire ben non, c'est justement pas ce que les policiers vous ont dit qui ont fait que vous avez fait ça, vous devez avoir des prédispositions pour la dépression. Et on va totalement ignorer tout ce qu'il a vécu et le fait justement que des policiers puissent se permettre le droit de voir un jeune à Montréal-Nord qui sort pour marcher et de lui dire « Hey macaque, est-ce que tu vas t'acheter des bananes ?» Et donc, le racisme, c'est partout, mais en dehors de ça, c'est que ça a des impacts sur la vie des gens, sur la façon dont les gens vont se comporter, sur l'éducation, sur le revenu des gens. Ce jeune Thomas qui a été victime de discrimination raciale de la part du policier, eh bien, aujourd'hui, il n'a pas un bon salaire par rapport à justement ça. Il ne peut même pas penser pouvoir se poser dans la vie. Et donc, c'est des disparités socio-économiques également que ça provoque et ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Donc, il faut comprendre que on ne parle pas d'une chose simple, on parle de quelque chose qui a des impacts sur la vie des gens, on parle de choses qui rendent malades les gens, qui rendent malades des gens, on parle de choses qui tuent les gens à petit feu et justement, il faut pouvoir comprendre ces enjeux-là et c'est pour ça au labo, on a créé des formations pour que justement, on puisse non seulement comprendre la discrimination raciale, mais apprendre aussi à pouvoir devenir antiraciste et à s'engager justement pour pouvoir aider à avoir une société antiraciste. Mais peut-être terminer justement par ce que dit Angela Davis, c'est que il n'y a pas être antiraciste et être non-raciste. Être non-raciste, c'est justement participer au racisme dans le sens qu'on croise les bras et c'est extrêmement important d'avoir ces genres de débats-là, ces discussions-là pour justement nous engager à devenir antiraciste parce que devenir antiraciste, c'est être plus humain et c'est même pas une question de pour les communautés noires, pour les communautés autochtones, pour les communautés racisées de manière générale parce que si on veut un Canada plus prospère, il faut justement une société antiraciste parce qu'une société antiraciste, ça rejaillit sur l'économie, ça rejaillit sur notre capacité à pouvoir éduquer nos propres enfants, notre capacité à pouvoir élever nos propres enfants au rang de la société. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je vais couper ici et puis ça me fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Jules-Marie Sénat. J'avais envie de vous écouter encore plus longuement parce que tout ce que vous dites sont tellement intéressantes et même si ça fait mal,
en tant que personne racisée, on n'est pas nostalgique, mais voilà, il y a des images qui nous reviennent en tête en vous écoutant, en disant, tiens, c'est des choses que je vis moi-même et voilà, on met le doigt dessus. Bon, voilà, il faut quand même avancer dans la vie, quoi. Mais on reste quand même restons dans le cadre de la recherche, ne nous laissons pas emporter par les émotions. Mais je retiens que le racisme tue lentement et que contrairement à ce qui est dit concernant l'absence de données par rapport au lien entre les conséquences graves du racisme sur la santé mentale, sur les pathologies et consorts, non, il y a des données qui prouvent, qui démontrent clairement qu'il y a ce lien-là. Donc, il va falloir faire quelque chose. On aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects que vous avez abordés. En tout cas, merci pour cet apprentissage, cet enseignement-là que moi, je l'appelle enseignement. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre second panéliste, pas des moindres, comme je le dis, la professeure Marie-Ève Lacroix. Donc, sans commentaire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vraiment pour moi un privilège de partager cette tribune aujourd'hui, puis de faire suite à la présentation de mon collègue où vraiment la cible était sur la victime, vraiment le vécu dans sa sphère intime et personnelle. Et moi, pour ma part, j'évoquerai plutôt certaines réflexions que j'avais matérialisées dans, comme l'a dit notre modérateur aujourd'hui, réflexions que j'avais écrites dans un jurisclasseur articulé sur la responsabilité des forces policières, mais également et plus particulièrement dans un article que j'ai publié dans la revue juridique Thémis où je confrontais deux instruments normatifs, le Code civil et la Charte québécoise rapportée à la responsabilité des forces policières, qui a trouvé un écho notamment dans l'arrêt de 2019 de la Cour suprême du Canada, l'affaire Kozoyan, où tant le policier que la STM ont été trouvés responsables, donc ont engagé la responsabilité civile. Et là, je préciserai que ma perspective va vraiment adopter celle donc, du droit privé ou encore du droit civil québécois. Donc, dans cette affaire, les policiers ont été trouvés fautifs et n'étaient pas autorisés justement à arrêter une personne parce qu'elle n'avait pas tenu la main courante d'un escalier. Et pour ce faire, ils ont été condamnés à la hauteur de 20 000 $ pour le préjudice subi par la victime. Et à mon avis, cet arrêt n'est pas sans mettre le doigt, si je puis dire, sur un paradoxe lié à l'agent ciblé, c'est-à-dire le policier ou encore l'agent de la paix. Puisque, en théorie, les policiers ont pour mandat d'assurer la paix sociale ou encore la sécurité des particuliers dans le respect de leurs droits fondamentaux et judiciaires, et pour ce faire, utiliser une force légitime. Mais force est de constater qu'on peut relever l'adoption de certaines conduites déviantes dans la jurisprudence québécoise. Et j'aimerais réitérer les propos tenus par le juge André Véry dans l'affaire Monty contre Roy en 2004. Donc, dans cette affaire de la Cour supérieure, je trouve que c'est très éloquent ce qu'il écrit. Donc, le juge Véry écrit ce qui suit. Les attentes légitimes du public à l'égard des policiers sont élevées et avec raison. Les policiers ne sont pas perçus seulement comme des membres d'une organisation paramilitaire, mais aussi comme des protecteurs de la personne faible et sans défense. Autrement dit, le policier ne doit pas seulement user de la force requise contre les criminels, mais il doit aussi faire preuve de compassion et assurer la protection de tout citoyen confié à sa garde. Et donc, aujourd'hui, je me propose de cibler deux questions. En droit privé plus particulièrement, et nous aurons probablement l'occasion d'en débattre par la suite. Tout d'abord, première question, est-ce qu'il n'y aurait pas là un essoufflement du droit commun de la responsabilité civile ancré sur la notion de faute civile? Et là, je serais encline à critiquer quelque peu la mise en œuvre de la responsabilité civile qui, comme on sait, a pour objectif premier de tendre à réparer. Et donc, je vous dirais, cet incitatif en théorie de devoir payer pour un policier devrait l'inciter à bien se comporter.
Or, on va voir que cet incitatif est neutralisé par notamment l'assurance ou encore les régimes collectifs de relations de travail où le policier est placé à l'abri de toute pression économique qui pourrait infléchir son comportement. Aussi, si on va sonder les règles générales de la responsabilité civile en droit commun, on peut comprendre que c'est l'article 1457 qui trouve application par rapport à la responsabilité civile pour le fait personnel du policier. Donc, on va comparer le comportement adopté en l'espèce au comportement d'un policier raisonnablement prudent et diligent dans les mêmes circonstances. Bien sûr, cette faute doit être en lien causal direct avec un préjudice. On peut également trouver refuge dans l'article 1463 du Code civil du Québec où on prévoit la responsabilité pour le fait d'autrui, donc la responsabilité du commettant, qu'on peut penser au chef de police ou encore la ville, qui peut engager de plein droit sa responsabilité civile pour la faute commise par le préposé, c'est-à-dire le policier, dans l'exécution de ses fonctions. Donc, on parle ici d'une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire une présomption de responsabilité du commettant. Donc, il ne pourra pas s'exonérer par son bon comportement, la preuve d'un bon comportement. Ça sera seulement une preuve de force majeure ou encore d'une faute d'un tiers ou de la victime qui pourra lui permettre de mettre de côté sa responsabilité pour la faute du policier fautif. Donc, on voit là qu'il n'y a pas de régime d'exception à l'endroit du corps policier, qu'il n'y a pas non plus d'immunité législative ou jurisprudentielle qui s'applique à son égard de façon dite générale. Et donc, ça commande une seconde question, à mon avis, comment contrôler les abus policiers en droit civil plus particulièrement? Et à mon avis, ici, on peut trouver une piste de réflexion, voire de solution, si on fait coexister le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne en prenant appui notamment sur la disposition préliminaire du Code civil du Québec qui permet la lecture de ces deux instruments normatifs sous un sceau harmonieux. Et donc, cette charte québécoise, je vais y revenir dans quelques instants, permet notamment d'octroyer des dommages-intérêts punitifs à une victime. Donc, ça pourrait permettre là de stigmatiser des conduites policières déviantes, visant même à les dissuader ou encore à dénoncer socialement de tels comportements jugés inacceptables. Donc, ces questions, à mon avis, commandent un plan. Je n'ai pas de présentation, mais j'ai préparé un plan, si je peux dire, en deux parties. Donc, dans une première partie, je vais m'attarder plus particulièrement au fondement même de la responsabilité civile eu égard à la faute civile. Et donc, je vais aborder la notion d'atteinte illicite aux droits de la personne, aux droits fondamentaux, protégés, voire enchâssés dans la Charte québécoise. Également, il y aura lieu de discuter, et ça c'est intéressant, de l'arrimage ou encore de l'adéquation entre la faute civile et la faute statutaire, c'est-à-dire lorsque le policier transgresse notamment la loi sur la police ou encore son code de déontologie. Et dans une seconde partie, je vais aborder de façon très, très lapidaire, mais tout de même, c'est important pour moi de mentionner les finalités même de la responsabilité civile, où on va voir que peut s'y greffer accessoirement une finalité plutôt de prévention ou encore de punition par le refuge dans les dommages-intérêts punitifs. Donc, si je reviens à ma première partie sur le fondement, donc la faute civile et la coexistence avec la transgression des droits protégés dans la Charte québécoise. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la Charte québécoise protège dès son article 1er. On écrit le droit, le législateur prévoit le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté. Donc, quel peut être l'écho en matière de responsabilité des forces policières? On peut penser instinctivement à tous les cas de brutalité policière ou encore le fait d'user, par exemple, de poivre de Cayenne, l'utilisation de menottes, recourir à des gestes de torture ou même juste pointer, par exemple, un revolver au visage d'une victime, ça peut être constitutif d'une transgression de l'article 1er de la Charte québécoise. Mais on peut aussi penser à d'autres droits fondamentaux de la personne même, que l'on pense au droit à la dignité ou encore l'honneur, la réputation à l'article 4 de la Charte, voire même l'article 5 qui protège la vie privée d'une personne. Donc, à mon avis, ces droits trouvent un écho direct dans des conduites policières déviantes.
Mais outre les droits fondamentaux qui se rattachent à la personne même, on peut aussi aller voir des droits qui se rattachent au patrimoine de la personne. Et là, notamment, je ferai mention de l'article 6 de la Charte québécoise qui renvoie au droit à la jouissance libre et paisible des biens. De même qu'à l'article 7, que la demeure doit être inviolable, donc l'inviolabilité de la demeure. Donc, le fait de pénétrer, par exemple, chez autrui pour y prendre quelque chose sans le consentement de la personne serait aussi constitutif d'une atteinte à la Charte des droits et libertés de la personne en lien avec le patrimoine même de la personne. Et enfin, outre ces droits fondamentaux, à mon avis, il ne faut pas occulter les droits dits politiques et judiciaires de la Charte québécoise qui renvoient notamment au fait que nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi à l'article 24, ou encore l'objet de saisie, perquisition, fouille abusive, l'article 24.1, et même le droit de prévenir ses proches ou de recourir à l'assistance d'un avocat, l'article 29 de la Charte québécoise. Donc, on voit qu'il y a plusieurs droits qui sont transgressés dans le cadre de l'inconduite policière, droits enchâssés, protégés dans cet instrument à valeur quasi constitutionnelle qu'est la Charte québécoise. Et donc, si on rapporte ça au triptyque fondamental de la responsabilité civile, atteinte illicite équivaut, selon l'orthodoxie dominante, à une faute civile. Donc, la contravention à un droit protégé par la Charte québécoise serait constitutive d'une faute civile, potentiellement pour engager la responsabilité civile des corps policiers. Et quand je parle d'atteinte, je juxtapose le terme, le qualificatif illicite. À mon avis, c'est important de bien faire mention de cette notion d'illicéité, puisque ça renvoie au fait qu'il n'y aurait pas, je vous dirais, de justification dans les circonstances d'agir de cette façon-là, ou encore selon un exercice de pondération des droits. En d'autres termes, si un policier, par exemple, obéit aux ordres de la loi, ou encore exécute un ordre émanant d'une autorité légitime supérieure, donc il serait exonéré à ce titre de sa responsabilité civile. De façon analogue, des poursuites en responsabilité civile pourraient être rejetées, voire réduites, en raison d'une faute exclusive ou commune commise par la victime. Par exemple, si on pense à la provocation ou à la résistance lors d'une arrestation ou d'une détention. Donc ça, à mon avis, c'est important d'avoir en tête l'importance que l'atteinte soit illicite, c'est-à-dire non justifiée. Donc, ça, c'est pour la faute civile en lien avec la Charte québécoise. J'avais également une autre préoccupation, donc peut-être très brièvement, mais par rapport à l'adéquation justement entre, pour le policier, la transgression de la loi sur la police ou encore de son code de déontologie qui prévoit certains devoirs de conduite spécifiques. Donc, quand on contrevient au code de déontologie, on commet une faute statutaire. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a adéquation entre la transgression, par exemple, d'une norme réglementaire ou légale et la faute civile dans le cas de recours en responsabilité civile? Et ici, l'arrêt Kozoyan de 2019 réfère spécifiquement au code de déontologie pour dégager la présence d'une faute civile du policier en 2019. Donc, la Cour prévoit que ces dispositions du code de déontologie précisent, et je cite, la norme de conduite attendue d'un policier raisonnable. Et ici, ça fait écho donc aux principes généraux qui avaient été dégagés dès 1977 dans l'arrêt Morin contre Blais, principe qui avait été, je vous dirais, clarifié, dont la portée avait été clarifiée dans l'arrêt de 2008 de la Cour suprême dans Simon du Saint-Laurent, qui avait précisé qu'il n'y avait pas nécessairement d'automatisme entre une faute statutaire ou légale et une faute civile, puisque la faute civile doit s'ancrer toujours dans l'article 1457 qui demeure en principe une obligation de moyens ou encore de diligence ou de prudence. Donc voilà, c'est quelques réflexions irriguées sur le fondement même de la responsabilité civile où on voit qu'on peut avoir recours à la Charte québécoise et à ses droits fondamentaux qui sont protégés pour être constitutifs d'une faute civile. Donc, ça ouvre davantage, je pense, l'éventail des fautes civiles qui peuvent être commises de la part du corps policier. Ce qui m'amène maintenant à ma deuxième partie, donc seconde partie, que je vais axer plus particulièrement sur les finalités mêmes de la responsabilité civile, donc des forces policières. Puisque je me répète, je le réitère,
la responsabilité civile a pour dessein, pour but premier, d'indemniser ou encore on dit de compenser ou encore de réparer. Donc, c'est une finalité compensatoire à laquelle s'arrime la finalité liée à la réparation intégrale et définitive. Donc, on veut compenser tout le préjudice et rien que le préjudice, mais bien sûr, à la lueur des difficultés inhérentes du fait de qu'est-ce que compenser un préjudice corporel ou encore moral. Il y a des grandes difficultés, à mon avis, par rapport au quantum même, par rapport à l'évaluation de tel préjudice corporel ou moral. Donc, à ce dessein, cette finalité première de compenser, on voit que peut se greffer, je vous dirais, de façon accessoire, une finalité de punition ou encore de prévention. Et là, à mon avis, c'est quand même important d'insister que ce n'est pas un retour, à mon avis, à la confusion originelle entre les responsabilités civiles et pénales. Oui, il peut y avoir une certaine porosité, mais quand même, on reste axé dans un régime de droit civil. Et comment est-ce que je vous dirais, cette finalité de punition ou encore de prévention peut s'exprimer en droit civil québécois? C'est par le recours aux dommages-intérêts punitifs. Donc, ce recours aux dommages-intérêts punitifs, ces dommages-intérêts punitifs, c'est une mesure, et là, il faut que je le signale d'emblée, exceptionnelle. C'est-à-dire que le législateur québécois doit le prévoir. Il faut qu'on trouve un support ou encore un soutien législatif pour demander des dommages-intérêts punitifs. Et au surplus, le Code civil québécois ne généralise pas son fondement, il se contente d'encadrer plutôt son institution et je dis, il encadre cette institution. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'article 1621 dans le Code civil du Québec et à l'article 1621, donc le législateur prévoit donc les dommages-intérêts punitifs ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour assurer leur fin préventive. Donc, on renvoie à cette notion de prévention. Et au surplus, il prévoit certains facteurs non limitatifs qui permettent, je vous dirais, d'encadrer son quantum. Notamment, on renvoie à la gravité de la faute. Donc, si la faute est très grave ou encore la situation patrimoniale ou l'étendue de la réparation à laquelle le débiteur est déjà tenu à l'égard du créancier. Donc, on voit qu'on tente d'encadrer pour le montant des dommages-intérêts punitifs, probablement pour éviter les dérives américaines que l'on connaît. Et il y a eu un arrêt de 2010, l'arrêt de Montigny contre Brossard, donc qui est venu prévoir le caractère ou encore le statut autonome des dommages punitifs, donc qui se dissocie, qui se distingue des dommages compensatoires. Et au surplus, qui est venu mentionner les 3 finalités des dommages punitifs, que sont donc la punition, la dissuasion, mais au surplus, la dénonciation sociale. Donc, je vous l'ai dit, les dommages-intérêts punitifs ont un caractère dit exceptionnel. Il faut donc trouver un point d'ancrage, une disposition qui permet d'accorder des dommages-intérêts punitifs. Et là, on peut trouver refuge dans l'article 49, alinéa 2 de la Charte québécoise, qui renvoie spécifiquement au fait qu'en cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Donc là, on renvoie à une atteinte illicite, oui, certes, mais pas seulement. Au surplus, elle doit être intentionnelle. Ça veut dire quoi intentionnel? Le qualificatif intentionnel a été interprété dans l'arrêt Saint-Ferdinand de la Cour suprême en 1996, où la juge Lheureux-Dubé prévoit qu'il faut que l'auteur ait un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive. Donc, je vais prendre seulement cet aspect-là. Donc, les conséquences, le résultat doit être voulu. On ne veut pas seulement, par exemple, asséner un coup de poing. On veut aller, par exemple, fracasser le nez d'une victime. C'est le résultat qui doit être voulu. Donc, vous comprendrez qu'en matière de responsabilité des forces policières, ce caractère intentionnel va faire souvent en sorte que les poursuites en responsabilité civile visant l'octroi de dommages et intérêts punitifs ne seront pas, je vous dirais, ne seront pas accordées. Et en terminant, pour respecter mon temps, mais en terminant de cet examen jurisprudentiel auquel j'avais procédé dans la revue juridique Thémis. Donc, si ça vous intéresse, on peut mettre le lien à cette étude, mais à la lueur d'un examen jurisprudentiel au Québec,
les dommages et intérêts punitifs demeurent, somme toute, peu exploités. Ils sont de plus en plus, je vous dirais, demandés par les victimes, mais vraiment, je vous dirais, s'ils sont demandés, ils ne sont pas accordés pour la majorité sur le motif que la conduite policière n'était pas intentionnelle. Et donc, ce caractère intentionnel fait souvent échec, voire est trop contraignant pour conférer, je vous dirais, une portée véritablement effective des dommages et intérêts punitifs. Et lors même que ces dommages et intérêts punitifs sont accordés, ils ne représentent en pratique souvent qu'une fraction même des dommages intérêts compensatoires qui peuvent être accordés. Donc, on relève là une certaine réserve de la part des tribunaux judiciaires québécois quant à leur quantum. Mais vous pourrez bien sûr m'objecter, et ça, je serais absolument d'accord avec votre critique, que les données issues de la jurisprudence peuvent constituer des données empiriques qui ne sont pas fiables sur le plan quantitatif, puisqu'on sait que le droit intervient souvent dans des situations dites pathologiques. Il y a souvent plusieurs règlements en recours et au surplus, le rôle est somme toute modeste du droit en droit civil, puisqu'on sait qu'on tend à réparer un préjudice. Il n'y a pas nécessairement exécution en nature. On ne peut pas faire repousser un membre amputé ou encore faire ressusciter un individu qui a été tué par balle ou encore dont la vie a été abrégée trop hâtivement. Donc, on reste axé sur une réparation par équivalence sous la forme de dommages et intérêts compensatoires. Donc, bref, on est devant cette situation-là en droit civil québécois. Il y a cette piste de réflexion liée à l'octroi de dommages et intérêts punitifs qui, à mon avis, peut être féconde. Mais là, il faudrait peut-être viser plutôt une modification législative de la loi sur la police, à l'instar, par exemple, de la loi sur la protection du consommateur, où on a mis de côté la qualification de faute intentionnelle pour accorder des dommages et intérêts punitifs sur la seule base d'une atteinte à un droit. Donc, voilà très brièvement mes quelques réflexions là, en matière de droit privé plus particulièrement. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher professeur. Je peux retenir que c'est vraiment complexe, cette affaire-là. Ce n'est pas du tout simple. Il faut être naïf pour penser que parce qu'il y a visiblement une inconduite policière, que bon, voilà, automatiquement, il est facile d'avoir des réparations ou d'avoir ce qu'on appelle des dommages et intérêts punitifs plus concrètement. De votre présentation, je retiens essentiellement deux choses. La première chose, c'est qu'il est possible de faire coexister le Code civil québécois et la Charte québécoise des droits de la personne pour mettre en évidence la multitude des droits qui sont transgressés lorsqu'il y a une inconduite policière, au lieu de réduire l'inconduite policière à la transgression d'un seul droit. C'est bien plus large que ça et plus grave que ça. Le second élément, c'est que il y a l'article 49 alinéa 2, si je ne me trompe, qui est une piste sur laquelle on peut se fonder pour que la justice prononce des dommages et intérêts punitifs. Sauf que ça reste très théorique parce que dans la pratique, il est très difficile de prouver l'intention du policier fautif. On va s'arrêter là pour le moment. J'ai d'autres questions et j'imagine que le public aussi a d'autres questions sur la complexité de la responsabilité civile sur lesquelles on reviendra plus tard. Alors, sans plus tarder, nous passons maintenant à notre troisième invité, le professeur Théry, co-directeur du Centre de droit public. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je vais parler brièvement de la difficulté de contrôler l'inconduite policière à l'intérieur du droit criminel. Et je vais parler un peu de trois forces, si vous voulez, ou trois facteurs qui interagissent ensemble pour faire en sorte que c'est relativement difficile de contrôler cette inconduite policière comparativement à d'autres formes d'inconduite qui surviennent en droit. Et ces trois facteurs que je vais discuter, d'abord, c'est la faible visibilité des interventions policières. Deuxièmement, c'est la création des pouvoirs policiers par les tribunaux et non pas par le législateur. Et la création de ces pouvoirs sans suffisamment de mesures pour promouvoir la transparence.
Et troisièmement, l'inefficacité des remèdes traditionnels en droit criminel pour contrôler l'inconduite policière. Permettez-moi de commencer avec cette question de la faible visibilité des interventions policières. Ce qui est particulier de ces interventions, c'est que même si ces interventions sont en public, mettons un conducteur est intercepté, quelqu'un est interpellé dans la rue, souvent ces interventions ne sont pas suffisamment documentées. Une grande partie de ces interventions aussi ne vont jamais, mais jamais être jugées ou évaluées par les tribunaux. Si on fait un peu l'exercice mathématique et on pense quel pourcentage des interventions policières se retrouvent éventuellement devant les tribunaux, c'est très bas. Et même pour ces interventions qui se retrouvent éventuellement devant un tribunal, bien 90%, 95%, mettons, des cas se règlent par un plaidoyer de culpabilité, par une négociation de plaidoyer, de sorte que la crédibilité des policiers n'est jamais testée devant le tribunal, que les policiers ne sont jamais contre-interrogés devant le tribunal. Fait que ça, c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'un grand pourcentage de ces cas d'inconduite ne seront jamais adjudiqués par un tribunal. Le deuxième facteur que je pense est important est qu'il y a quelque chose de très particulier au sein de la procédure criminelle. La majorité des pouvoirs policiers, peut-être pas la majorité, mais surtout les pouvoirs policiers qui sont exercés de façon routinière, genre dans la rue, les interceptions de véhicules, les stop and frisk, les fouilles par palpation, les détentions pour fin d'enquête, c'est toutes des fouilles à nous, c'est tous des pouvoirs qui ont été créés non pas par un législateur, non pas par le Parlement, mais par les tribunaux, par la Cour suprême du Canada. Et une de mes grandes préoccupations, c'est qu'en créant ces pouvoirs policiers, ben, la Cour suprême du Canada n'a pas considéré adéquatement la réalité du profilage racial, la réalité de la discrimination. Et la conséquence de cette omission est que, de un, des pouvoirs policiers ont été créés qui ne devraient pas exister. Et de deux, il y a un grand manque de contrôle et de mesures qui vont promouvoir la transparence puis le contrôle de l'inconduite policière. Et je vais expliquer un peu ce que j'entends par cela. Mettons, si on revient un peu en arrière, la Cour suprême du Canada a affirmé la constitutionnalité. Ils ont confirmé l'existence d'un pouvoir policier plutôt d'intercepter des véhicules au hasard. Okay? Fait que les policiers peuvent intercepter des véhicules pour le motif, mettons, de vérifier le permis de conduire du conducteur, pour vérifier l'état mécanique du véhicule et pour voir la sobriété du conducteur, pour s'assurer que la personne n'est pas ivre au volant. La Cour suprême du Canada a confirmé que même si ce pouvoir contrevient à l'article 9 de la Charte, même s'il s'agit d'une détention arbitraire, il est néanmoins justifié dans une société libre et démocratique. Okay? Ça, c'est dans une décision qui s'appelle R contre la douceur. Maintenant, on pense à la situation d'aujourd'hui et c'est évident à quel point ce pouvoir est exercé de façon disproportionnée sur les personnes racisées et sur les personnes autochtones. On sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun encadrement sur l'exercice de ce pouvoir. Fait que les corps policiers ne sont pas obligés de cueillir des données sur quel pourcentage des individus sont des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes blanches. Il n'y a pas une obligation de remettre, mettons, un reçu à quelqu'un qui a été intercepté par les policiers, de sorte qu'une personne qui se présente devant les tribunaux dise « Bien, regardez, j'ai reçu 10 de ces reçus, j'ai été intercepté 10 fois dans une semaine, 10 fois dans un mois par les policiers. » Il n'y a pas une obligation de publier les données pour qu'ils soient publiquement accessibles au grand public. Et ce pouvoir n'exige même pas l'existence de motifs raisonnables de soupçonner que l'individu a commis une infraction, rien. Fait que si on se pose la question, bien, pourquoi est-ce qu'il existe des pouvoirs policiers qui sont exercés arbitrairement? C'est parce que cet exercice arbitraire des pouvoirs a de sorte été autorisé par la Cour suprême du Canada. Ce pouvoir existe parce que c'est un pouvoir qui a été accepté par la Cour suprême du Canada. Je vous donne l'exemple
de ces interceptions à hasard, mais il y a plein d'autres pouvoirs policiers qui ont été créés ou acceptés par les tribunaux aussi. On pense aux détentions pour fin d'enquête. On peut penser aux fouilles par palpation préventive, le stop and frisk. On manque les mêmes mesures pour promouvoir la transparence, pour cerner à quel point ces pouvoirs sont exercés de façon disproportionnée dans certaines villes. Hein? Et donc, comment est-ce qu'on va obtenir cette information? Bien, c'est souvent dans le cas de litige ou des chercheurs qui font des demandes d'accès à l'information. Et donc, ça aussi, ça augmente la difficulté de prouver des pratiques de profilage racial plus répandues dans certaines villes, dans certaines communautés. Dans d'autres juridictions, mettons en Angleterre, il faut effectivement que lorsque les policiers, mettons, vont fouiller un individu, ils doivent remettre une telle reçue à l'individu puis documenter la fouille. Ces exigences n'existent pas au Canada. Et donc, le troisième facteur dont j'aimerais parler, c'est l'insuffisance des remèdes en cas d'inconduite policière. Et c'est un peu la structure du droit criminel, non seulement la faible visibilité, non seulement la création de ces pouvoirs, mais également le manque de remèdes adéquats qui font en sorte que cette inconduite demeure très difficile à contrôler. Souvent, en procédure criminelle, en droit criminel, la remède par excellence, c'est souvent l'exclusion de la preuve. Les policiers font une fouille illégale. Ils retrouvent de la drogue. Le tribunal exclut la preuve parce que l'article 24.2 de la Charte canadienne prévoit que les tribunaux peuvent exclure de la preuve inconstitutionnellement obtenue si l'admissibilité de cette preuve déconsidérera l'administration de la justice. Mais lorsqu'on pense encore à cette question de faible visibilité de ces interventions policières, il y a plein d'interventions qui sont basées, mettons, sur de la discrimination, sur du profilage racial, où il n'y a aucune découverte de preuves. Fait qu'il n'y a rien à exclure. Si on pense aussi, mettons, aux remèdes en termes de dommages et intérêts constitutionnels, fait qu'il y a une décision de la Cour suprême du Canada qui s'appelle Vancouver versus Ward, Vancouver City versus Ward, qui permet l'octroi des dommages et intérêts constitutionnels en cas de violation de droits fondamentaux protégés par la Charte. Par exemple, les policiers font une fouille illégale, ben, la personne peut demander l'octroi de dommages et intérêts constitutionnels pour violation à l'article qui protège les individus contre les fouilles et saisies abusives, l'article 8 de la Charte. Mais les montants qui sont accordés dans les cas de dommages et intérêts constitutionnels est très bas. Même dans la décision Ward, qu'il s'agit d'une fouille à nu, le montant octroyé était 5 000 $, qui est très, très bas. Et ça un peu... ça crée un peu une espèce de montant de dommages et intérêts très bas sur lequel les tribunaux vont toujours se fier. Ils vont dire, OK, ben dans la décision Ward, où il s'agissait d'une fouille à nu, voici le montant qui a été accordé. Et ça crée une espèce d'effet d'ancrage où l'octroi des dommages et intérêts est toujours évalué en fonction de ce montant très bas accordé dans Ward. La troisième chose, c'est quelque chose, le troisième remède, ou le manquement de remède, je devrais dire plutôt, c'est la chose qui est un peu le plus évident, mais c'est extrêmement surprenant que ça joue presque aucun rôle en droit criminel. Et je parle du droit à l'égalité. Le droit constitutionnel à l'égalité conféré par l'article 15 de la Charte, le droit qui protège les individus contre la discrimination, c'est quasi absent du droit criminel. Right? Le droit qui devrait exister pour protéger exactement contre ces types d'interventions basées sur la discrimination, le profilage, est presque absent du droit criminel. Je ne connais aucune décision de la Cour suprême du Canada. Mais je veux dire, il y a des décisions de la Cour suprême du Canada où l'article 15 joue un petit rôle. Mais lorsqu'on pense aux interventions qui sont exercées de façon disproportionnée sur les personnes racistes, sur les personnes autochtones, mettons les interceptions au hasard, les fouilles, je veux dire, l'article 15 a joué aucun rôle à date pour rendre ses pouvoirs inconstitutionnels. Et je pense que ça, c'est un des avenues que j'espère va changer très bientôt, qu'on ouvre la porte
à l'utilisation de l'article 15 au sein du droit criminel. Il y a une grande quantité d'études empiriques qui démontrent de façon constante l'exercice disproportionné et disparate de ses pouvoirs. Et donc, ça, c'est peut-être un des prochaines avenues pour contrôler l'inconduite policière, c'est l'élargissement du rôle du droit à l'égalité en droit criminel. Je cède la parole maintenant et j'ai hâte à la prochaine partie de cette présentation. Christian, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Comme je le fais depuis toujours, je retiens deux choses de votre présentation. La première chose, c'est que les tribunaux ont créé des pouvoirs aux policiers. C'est-à-dire que contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes lorsqu'on se fait contrôler en voiture, d'habitude, notre première réaction, c'est « Hey, t'as pas à me contrôler parce que voilà, j'ai rien fait ». C'est ce qu'on voit dans les vidéos et tout. Ce que vous nous dites, c'est que non, les policiers ont un droit jurisprudentiel, même si ce n'est pas directement législatif, de mener des fouilles. Alors maintenant, lorsqu'il y a une inconduite policière, il est encore difficile d'apporter la preuve de cette inconduite policière, c'est-à-dire que l'encadrement est difficile. Et si encadrement où c'est avéré que l'inconduite policière est vrai pour faire une tautologie, ben c'est que, comme vous avez dit dans l'arrêt, dans la décision Ward, le montant de la réparation intégrum est très, très basse, par exemple. Et ceci ne reflète pas l'indignité, c'est-à-dire l'ampleur de l'indignité vécue par la victime. Maintenant, vous dites, vous êtes surpris et vous faites un appel à ce qu'on regarde plus vers l'article 15 de la charte qui traite de l'égalité de tous devant la loi et qui n'est pas du tout invoqué pour régler ce genre de problème. On aura l'occasion dans les questionnaires de revenir sur d'autres détails. On avance, on n'est pas fatigué et maintenant on va passer à un autre communicateur, pas des moindres, Maître Fernando Belton. Vous avez la parole, on vous écoute. Parfait, merci beaucoup. Super heureux, super content d'être là aujourd'hui puis d'entendre mes confrères parler de la sorte. Donc, j'aimerais aborder ma présentation sur cinq points qui pourraient faire l'objet, en fait, d'un cours complet, mais on va essayer d'être concis là, pour les fins de l'exercice. Monsieur Terry nous a parlé tout à l'heure un petit peu des difficultés en droit criminel, surtout de pouvoir faire la preuve des dossiers en matière d'inconduite policière. Premièrement, j'aimerais aborder le tout sur la question du droit criminel et pénal au niveau du tribunal des droits de la personne, au niveau des poursuites civiles et finalement au niveau de la question de la déontologie policière. La grande difficulté, peu importe le domaine de droit dans lequel vous vous intéressez, c'est de faire la preuve de ce que vous essayez d'avancer devant le tribunal. Si on prend la question du droit criminel, une des choses que je me rends compte de plus en plus, c'est vous avez dans un dossier en droit criminel la norme de preuve normalement qui doit être traitée par un tribunal, c'est une norme de preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, le tribunal qui est appelé à devoir trancher sur la culpabilité de l'individu va devoir se demander est-ce que de un, cette personne-là est-ce qu'elle a commis le geste, donc ce qu'on appelle l'actus reus, et est-ce qu'elle avait l'intention de commettre ce geste. Et la preuve de l'entièreté de cela doit se faire de manière hors de tout doute raisonnable. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que lorsque vous devez alléguer le profilage racial comme une défense en droit criminel, vous devez le faire par voie de requête, dans lequel ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu violation d'un droit qui est protégé à la charte et on demande une réparation sous 24.1 ou sous 24.2. Mais le tout doit se faire selon une autre norme de preuve qui est la norme de la prépondérance des probabilités, qui est la norme de base qu'on utilise en matière civile. Et une des choses que je me rends compte de plus en plus, il y a une difficulté très évidente des tribunaux à devoir jongler avec deux normes de preuve dans le cadre d'un même dossier. Parce que ce que vous demandez, j'aime toujours dire que
ben, le droit, c'est une science humaine, ce sont des humains qui doivent appliquer le droit. Donc, vous demandez à une personne d'entendre un dossier, dans le cadre de ce dossier, de décider oui ou non de la culpabilité d'un individu selon une norme qui est très élevée. Ensuite, de descendre cette norme-là lorsqu'il s'agit de prouver que cette personne-là qui a le fardeau, qui est requérant, donc qui a le fardeau elle-même de prouver qu'elle a été victime d'une inconduite policière, vous demandez de le faire selon la prépondérance. Et la réalité des faits, si on regarde la jurisprudence en la matière, on se rend compte que les juges veulent cette preuve directe de profilage racial, veulent une preuve, par exemple, d'un geste discriminatoire, d'une parole discriminatoire qui aurait été faite, ce qui a comme effet, en fait, de mettre de côté tout l'aspect qui est très abstrait. Abstrait, oui, mais je vous dirais l'aspect de la preuve circonstancielle qui devrait, au regard de l'ensemble de la preuve, être regardé de la part des tribunaux. En 2015, la Cour suprême va adopter une définition du profilage racial dans l'arrêt Bombardier. Et une des choses sur laquelle, surtout en matière de droit criminel et de droit pénal, sur laquelle les tribunaux ont une attention très particulière, c'est vraiment de regarder la question du choix des suspects. Donc, la juge qui entend la cause tend à vraiment focaliser son attention sur est-ce que la raison pour laquelle monsieur l'agent a décidé d'intervenir auprès de cette personne, de sélectionner de cette personne, ou si on emploie le terme qui est prévu dans la définition, d'exposer cette personne à un examen, est-ce que c'est fondé sur des motifs raciaux? C'est très souvent cette question-là qui est posée. Le problème qui survient, c'est que le profilage racial englobe en fait trois aspects qui sont très importants, dont deux qui sont très souvent occultés de la part des tribunaux. Et si vous cherchez dans la jurisprudence québécoise, vous ne trouverez rien qui traite des deux autres aspects que je vais vous présenter. Si vous trouvez quelque chose, envoyez-le moi, parce que j'ai cherché longtemps, je n'ai pas encore trouvé. La première question, c'est la question du traitement des personnes racisées par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que, indépendamment du fait qu'un policier peut avoir une raison d'intercepter une personne, on veut regarder qu'en est-il du traitement, qu'en est-il de la façon dont cette personne-là va être traitée par la police. Et même lorsque la raison pour laquelle cette personne-là a été interceptée est valide, donc monsieur a brûlé une lumière rouge, madame a commis un excès de vitesse, si le traitement est un traitement différentiel, donc pour reprendre ce que Thierry disait, c'est-à-dire si il y a une violation au droit à l'égalité dans le cadre qui nous concerne, ça constitue quand même du profilage racial. Et la norme qui devrait être appliquée, c'est la norme, encore une autre fois, de la prépondérance. Mais je vous dirais que si vous regardez, moi j'ai quand même pris la peine de beaucoup lire sur cette question-là, la norme est beaucoup plus élevée, le fardeau est beaucoup plus onéreux pour les questions de profilage. Et la raison est simple, c'est que les tribunaux vont beaucoup hésiter à vouloir dire monsieur l'agent s'est livré à du profilage racial, parce que ce que cette phrase voudrait dire dans l'esprit du policier, c'est que monsieur l'agent ou madame l'agent est une personne raciste. Tandis que ce qu'on devrait plutôt regarder, la manifestation du profilage racial en 2022, à mon sens, est beaucoup plus axée sur la question des biais inconscients et des stéréotypes raciaux. C'est-à-dire le policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, estime qu'une personne racisée a une propension à commettre un geste criminel ou être plus dangereux, ou être plus fort, ou être plus violent que la majorité des personnes, donc va moduler son intervention en fonction de ce critère. Et ce biais inconscient-là ne fait pas de cette personne-là une personne raciste, fait plutôt de cette personne-là une personne qui subit, comme la majorité des gens, l'exposition à des stéréotypes raciaux qui modulent à la fin notre comportement. D'autant plus que lorsqu'on parle d'un policier, c'est une personne qui doit appliquer l'ordre et qui a le droit légal d'enlever la vie et d'utiliser la force. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important à prendre en considération. Je me permets rapidement de lire la deuxième partie je n'ai pas lu la première partie, bon, parce qu'elle est très longue, mais la deuxième partie de la définition du profilage racial retenue dans Bombardier va comme suit, et j'aimerais juste adresser quelques commentaires là-dessus. Ça dit, le profilage racial inclut aussi
toute action de personne en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait notamment de leur appartenance raciale, ethnique, nationale, religieuse, réelle ou présumée. Ici, ce que cette partie de la définition vise, c'est tout l'aspect systémique du profilage racial. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous arrivez à la conclusion que l'agent avait une raison d'intercepter la personne, si vous arrivez à la conclusion qu'elle a été traitée de manière égale, encore faut-il analyser, est-ce que la mesure qui est appliquée de manière disproportionnée sur un segment de la population en particulier? Et ça ouvre une porte de Pandore concernant, surtout à Montréal, lorsqu'on considère toute la question des incivilités. Comment elles vont être adressées? De quelle façon on va réprimander les personnes qui commettent des gestes qui sont très simples de manière différente? Dans un dossier que j'ai emmené devant le tribunal pas trop loin, là, la semaine passée, on parlait d'un jeune homme qui, en fait, c'est public, donc je peux en parler là, un jeune homme qui aurait bu une bière dans un parc pendant le temps de la pandémie. Et ce geste qui lui est reproché va donner lieu à une arrestation, à des coups qui lui vont être portés, à l'imposition des menottes, à une détention pendant plusieurs minutes, après près de 20 policiers qui vont être impliqués pour pouvoir remettre une contravention de 150 $. Okay? Et ce qui est marquant dans ce dossier, c'est que des témoins qui étaient présents ont levé la main pour venir témoigner, pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui buvaient la bière dans un parc et qui n'ont pas eu le même traitement, qui n'ont pas été interceptées, qui n'ont pas reçu de contravention. Donc, lorsqu'on comprend cet aspect-là, c'est-à-dire est-ce que la façon dont on applique une mesure est faite de manière totalement disproportionnée à la majorité des gens, du fait notamment de leur appartenance raciale, fait en sorte qu'on pourrait alléguer le profilage racial sur cet aspect-là? Aucun jugement dans la littérature québécoise ne traite de cette question. Donc, on est très en retard devant les tribunaux en matière criminelle et pénale sur cette question. L'arrêt Kimbo qui a été rendu en 2005 dans une cause criminelle par la juge Westmoreland Traoré, qui est une juge noire. Il faut le préciser parce que les deux seuls jugements que vous allez trouver en matière de profilage racial en matière criminelle, en fait, le seul, a été rendu par la juge Westmoreland Traoré en 2005. 16 ans plus tard, 17 ans plus tard, il n'y a absolument rien en matière de droit criminel au Québec où est-ce que des juges ont statué sur cette question malgré le nombre important de requêtes qui sont emmenées devant les tribunaux. Donc, il faut le dire, il y a une difficulté très importante à faire la preuve de ces dossiers-là. Et si on prend simplement la question en matière pénale, en matière de ressources judiciaires, qu'est-ce que ça demande? Ce procès-là, pour un dossier le dossier dont je vous parlais, on parle d'une contravention de 150 $, a requis 4 jours d'audience devant le tribunal, une preuve d'expert qui a dû être faite, en fait, qui a été faite et qui a été rejetée par le tribunal. Je dois être très honnête là-dessus. Donc, c'est des ressources incroyables pour quelque chose de très petit, mais c'est des ressources qui sont nécessaires pour être en mesure de pouvoir faire la preuve. Je vais avancer maintenant sur la question du tribunal des droits de la personne. Très rapidement, le tribunal des droits de la personne est créé en 1990. Une des raisons pour laquelle on a créé le tribunal des droits de la personne, c'est pour accélérer le processus. Lorsqu'une personne affirme être victime de discrimination en vertu de la Charte québécoise, eh bien, on lui donne un chemin où est-ce qu'on a un tribunal qui est spécialisé, qui comprend mieux ces enjeux-là que les tribunaux communs. On permet aussi de créer de la jurisprudence en matière de droits de la personne pour pouvoir, la jurisprudence qui sera utile pour à la fin être en mesure d'analyser les situations qui viennent devant nous. Bien, messieurs, dames, il faut comprendre, 1990, le tribunal des droits de la personne est créé. Il faut attendre jusqu'en 2012 pour qu'une première décision en matière de profilage racial accorde des dommages à une victime. C'était en 2012, 22 ans plus tard. Et depuis la création du tribunal des droits de la personne, j'aime toujours dire à la blague que j'ai lu toute la jurisprudence en matière de profilage racial du tribunal des droits de la personne. Ce n'est pas très difficile parce qu'on parle de 5 jugements qui ont été rendus. 5 jugements. L'arrêt Risco d'Agobert, Mensah, de Bellefeuille et Niembo, c'est les 5 jugements qui ont été rendus en matière de profilage racial. Donc, en 2020-2021, le tribunal va statuer sur cette question-là. Puis, prenez ce chiffre-là et mettez-le à côté des plaintes qui sont faites. Depuis 2021, depuis 2018 plutôt,
il y a une augmentation de 87% du nombre de plaintes de profilage racial qui sont faites devant la Commission des droits de la personne. En 2021, c'est 86 enquêtes qui vont être ouvertes, mais le tribunal statue dans un seul dossier. Mise avec tout ça, vous êtes devant une situation qui est compliquée parce que, en vertu de la charte, la commission ne représente pas les plaignants. Elle agit pour les plaignants, ce qui est vraiment qui crée une relation très particulière parce que la commission peut, c'est sa prérogative et c'est prévu dans la charte, peut cesser d'agir pour un plaignant. Elle a une prérogative pour pouvoir le faire. Peut décider aussi de ne pas agir, même lorsque la preuve est jugée suffisante devant le tribunal de droit de la personne. Il faut comprendre, mis à part quelques exceptions qu'il prévoit, la commission est la seule qui peut saisir le tribunal des droits de la personne pour une plainte en vertu d'une discrimination. Il y a des exceptions qui sont prévues, mais c'est une machine qui, à mon sens, est désuète, qui est archaïque et qui ne fonctionne plus dans l'état du droit aujourd'hui. Je mets avec ça au niveau des difficultés la question des délais. Vous faites une plainte aujourd'hui, vous allez avoir une décision peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans, peut-être dans 8 ans. Et de plus en plus, la stratégie qui est adoptée par, surtout pour ne pas la nommer, la Ville de Montréal, c'est de demander le rejet des procédures pour une question de délai déraisonnable. Puis, je ne suis pas totalement en désaccord avec cette façon de voir la chose. C'est que vous demandez à une personne de se défendre d'une allégation 5, 6, 7, 8 ans plus tard après qu'elle se soit produite. Donc, il y a une double violation du droit de la personne qui est victime. Non seulement elle a été victime elle-même d'un acte de discrimination, mais en plus de ça, ne peut pas faire valoir son droit parce que la commission n'a pas agi de manière dans des délais qui sont raisonnables. Puis, on ne peut pas non plus blâmer à outrance la commission. Elle a des ressources qui sont très limitées qui lui sont données par le gouvernement provincial pour mener à bien sa mission. J'aborde, je ne sais pas si il me reste du temps là, j'aborde très succinctement la question des poursuites civiles et de la déontologie policière. Le portrait est encore plus sombre en matière de poursuites civiles. Si vous regardez la jurisprudence de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, il n'existe aucun jugement où est-ce qu'une personne a allégué le profilage racial et elle a eu gain de cause. Il n'y a pas une seule cause qui existe. L'arrêt, récemment, la Cour supérieure a rendu une décision, l'arrêt Lesoka contre Bonenfant, où est-ce que lorsque docteur Sénat parlait, ça revenait dans mon esprit parce que les traumatismes qui ont été subis par ces personnes étaient très importants. On parle de chocs traumatiques sévères, des personnes qui ne sont plus en mesure d'être fonctionnelles dans la société. Ça a requis 13 jours de procès, des ressources incroyables, puis une poursuite civile pour 2, 3, 4, 5 jours d'audition, on est dans les 40 à 50 000 en montant. Qui peut se payer ce genre Monsieur et Madame tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir payer ce genre de montant-là, tandis que je crois sincèrement que le vrai terrain de bataille, il est là. C'est-à-dire, à cause des montants qui sont susceptibles d'être accordés et à cause de la force d'un jugement qui vient de la Cour supérieure, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités de faire avancer le droit et les réparations pour les victimes par des poursuites civiles. Mais c'est extrêmement difficile d'avoir gain de cause. Puis n'importe quel avocat aujourd'hui qui aurait gain de cause devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure en la matière serait le premier à briser ce plafond de verre. En 30 secondes, la question de la déontologie policière, sachez que 6 à 7 % de toutes les plaintes sont retenues par la déontologie policière. De manière générale, dans les années qu'on précédé, en 2021, ce pourcentage-là a baissé à 3 %. Le rapport qui a été rendu par le commissaire nous dit que sur 308 plaintes fondées sur le profilage racial déposées en 2021, il n'y en a aucune qui a été retenue. Donc, oui, ça semble très noir, là, tout ce que je vous annonce, mais ce que j'aimerais quand même vous donner comme solution, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'il faut continuer à mener le combat devant les tribunaux parce que beaucoup d'avocats hésitent à emmener ces notions-là devant les tribunaux parce qu'on a peur de se faire regarder comme un activiste, parce que la preuve est difficile à faire, parce que ça demande des ressources qui sont importantes. Mais je pense le plus qu'on peut... L'idée, c'est que beaucoup de chemin a déjà été fait par des personnes qui ont emmené des causes. Puis moi, je pense vraiment moi, je prends le bâton, le relais qui m'a été confié par d'autres personnes qui ont mené le combat avant moi. Et je pense qu'au fur et à mesure d'enseigner des jeunes
des jeunes, des facultés de droit, ces notions-là. D'ailleurs, Mme Sylvestre est présente, qui est une précurseur, qui a ouvert la porte à ce que le cours sur le profilage racial soit offert à l'Université d'Ottawa, qui va être offert à l'UQAM, à McGill. Donc, c'est vraiment une révolution, à mon sens, qui est en train de se produire présentement. Et lorsque les jeunes juristes sont exposés à ces notions-là, seront, à mon sens, beaucoup plus en mesure de pouvoir plaider bien ces dossiers-là devant les tribunaux et avoir gain de cause éventuellement. Ça complète pour moi. Merci beaucoup, Maître Fernando. Je ne peux que confirmer votre affirmation comme quoi il y a une révolution qui s'opère présentement à la faculté de droit grâce à la doyenne Marie-Ève Sylvestre. Et pour avoir fait d'autres facultés, je sais que la question n'est pas aussi ouverte à aborder au point d'être abordée, non seulement au centre de droit public, mais dans des comités. J'ai la chance de participer à des travaux de plusieurs comités. Et donc, je sais les efforts qui sont mis en œuvre pour que ça avance. Maintenant, concernant votre présentation, c'est très intéressant. Bon, vous avez commencé par peindre le tableau en noir, vraiment noir, pour finir avec une note d'espoir en disant qu'il y a quand même de l'espoir à avoir dans cette affaire-là, même si vous nous dites que c'est un désert jurisprudentiel en matière criminelle. Parce que malgré toutes les affaires, les requêtes qui ne manquent pas, il y a quand même de la difficulté au niveau de la jurisprudence, je parle de la jurisprudence, à traiter la question raciale. Et ce qui est dommage parce qu'on ne traite pas la question raciale, c'est que bon, les problèmes vont continuer. Et à un moment donné, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est que vous, peut-être que je me trompe ou j'ai mal saisi, mais vous pensez que aller vers les tribunaux de droit civil aiderait plus à faire avancer la question que devant les tribunaux criminels. Peut-être que je me trompe ou j'ai mal saisi, mais c'est quand même intéressant, cette approche-là. Alors, ceci clôt la présentation de nos panélistes. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. S'il n'y a pas de questions du public, moi j'en ai pas mal. Oui, Christian, il y a des questions dans le Q&A. OK. Alors, je vais prendre une question au hasard. Au sujet des dommages punitifs en vertu de l'article 49, alinéa 2 de la Charte, puisqu'on doit faire la preuve d'une atteinte illicite et intentionnelle, est-il alors possible de tenir le commettant responsable en vertu de l'article 1463 de plein droit des agissements d'un policier individuel et de lui ordonner de débourser les montants punitifs accordés? Ou doit-on plutôt démontrer la faute directe du commettant, entre parenthèses, chef de police ou municipalité, en vertu de l'article 1457, afin de satisfaire ce critère de faute intentionnelle? Cette question-là va certainement la professeure Marie-Ève Lacroix, mais je voudrais rappeler que les questions sont adressées à tout le monde, et donc sentez-vous à l'aise de les aborder. Oui, merci. Donc, en 2 mots, pour répondre à la question de ma collègue Marie-France Fortin, donc, le tout a été réglé dans l'arrêt Gauthier contre Beaumont, donc un arrêt de 1998 de la Cour suprême du Canada en matière de brutalité policière. Donc, on s'était posé la question de savoir est-ce que la ville ou encore le chef de police pouvait, dans le cadre d'une responsabilité pour le fait d'autrui, être condamné au versement de dommages et intérêts punitifs, et la réponse a été positive sur la base de l'article 1463. Donc, très rapidement, on a exigé néanmoins que l'atteinte devait être illicite et imputable de la part donc, du commettant, la ville ou le chef de police, c'est-à-dire qu'eux-mêmes voulaient causer les conséquences justement de l'atteinte illicite, c'est-à-dire que la Cour suprême s'est basée sur les ordres donnés par le commettant, également sur la connaissance ou la non-interdiction des actes, et enfin l'omission d'ordonner la cessation des cas de brutalité policière. Donc, d'une analyse factuelle, on a été en mesure de conclure à une atteinte illicite et intentionnelle de la part du commettant sur la base de 1463. Donc, vous pourrez lire l'arrêt Gauthier contre Beaumont là, qui explique le tout. Merci. J'ai une question transversale, je vais vous taquiner un peu.
vous êtes au courant du montant qui a été accordé dans l'affaire Camara concernant la responsabilité, la réparation. Et il y a des bruits de couloir comme quoi Camara a été vendu en acceptant de négocier cette affaire-là, qui était pour certains, au niveau de la communauté, une occasion de placer la barre assez haute. Il y en a qui disent que non, que vu la longueur, la lourdeur psychologique de cette affaire-là, il a bien fait d'accepter ce montant qui ne peut même pas te permettre de payer une maison au Canada. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de psychologue, en termes de santé mentale, les répercussions à venir, parce que c'est un précédent quand même, sur un policier qui voudrait commettre l'irréparable en sachant que, bon, voilà, ça va aller nulle part, mis à part une petite réparation qui ne change rien. Et juridiquement, c'est quoi les conséquences? Je vais me lancer, si vous permettez. D'un point de vue d'un praticien qui fait ce genre de cause-là, est bien mal à aviser une personne qui critique un règlement hors cours sans connaître tous les tenants et aboutissants, parce que lorsque vous êtes dans un dossier, c'est là que vous avez accès à beaucoup de détails que très souvent le public n'a pas entre ses mains. La première chose qu'il faut dire, là, c'est que le montant qui a été accordé est le premier montant de cette nature-là, dans un cas où est-ce que le profilage racial avait été allégué. C'est le montant le plus important, à ma connaissance, qui a été accordé pour ce que M. Camara a vécu. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que un procès de cette nature-là, et pour avoir parlé à Maître Virginie Dufresne-Lemire un petit peu avant là, que le tout se déroule, et pour faire ce genre de dossier également, c'est des ressources incroyables. C'est-à-dire que, admettons là, que vous devez mobiliser en temps et en ressources judiciaires, en frais d'avocat, un montant de 100, 150 000, 200 000 $, parce qu'on est dans ces eaux-là pour un procès qui pourrait durer un mois, 2 mois. Il y avait énormément de personnes impliquées. Donc, on poursuivait non seulement le service de police, on poursuivait également le DPCP pour l'autorisation des accusations criminelles. Vous pouvez vous retrouver à la fin avec un montant qui soit accordé, qui soit bien en deçà de ce qu'il a eu lorsqu'on doit par la suite déduire les frais d'avocat. Et personnellement, peut-être suis-je pessimiste, mais je ne crois pas qu'un juge de la Cour supérieure au Québec aurait accordé les montants qui ont été demandés. C'est mon humble avis. Je laisse la parole à vos autres panélistes. Peut-être que je peux dire un mot par rapport au ressenti dans les communautés noires. C'est vrai que dans les communautés noires, il y a un fort ressenti, en fait un ressentiment très négatif, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient aller manifester le jour de l'ouverture du procès, qui voulaient être devant les tribunaux pour manifester leur mécontentement. Il y avait des gens qui pensaient que c'était un cas qui pouvait enfin ouvrir des portes pour que justement ça ne se reproduise plus. Et donc, ces personnes-là sont en effet très déçues. Ils sont déçus au point que certains ont dit s'il avait l'intention d'accepter ça, il aurait dû ouvrir une cagnotte, on lui aurait donné ça nous-mêmes et puis c'était bon, là, on serait avec lui. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on parle d'une victimisation personnelle. Mais sauf que ces cas, même si c'est personnel, ça revêt d'un aspect collectif. Parce que ce qu'il a vécu, il l'a vécu lui, mais ça a été médiatisé. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, ou plus ou moins des choses tout aussi difficiles, où ce n'est pas médiatisé. Et comme ce n'est pas médiatisé, ils se sont identifiés à lui. Et le nombre de jeunes qui se font arrêter par la police, qui ont une contravention de 50, 60 $, 100 $, 200 $, ces jeunes-là se sont identifiés à lui et ont trouvé que, ah ben tiens, c'était enfin un moyen pour, pas en découdre avec le système, mais au moins
il y avait tellement d'évidence et tout. Voilà. Mais ils sont pas dans le dossier. Ils connaissent pas les détails. Donc, par rapport à ça, c'est plus difficile pour eux de pouvoir juger. Mais c'est vrai que du point de vue symbolique, on en a besoin des symboles. Et c'est souvent, à chaque fois qu'on pense que, ah, mais tiens, il y a un dossier enfin qui va aboutir, on passe avec une entente à l'amiable. Et ça, c'est vrai que les gens ont ça gros sur le cœur. Et c'est vrai que dans les en fait, je peux parler dans les communautés noires, les gens ont été très, très, très critiques. Et les critiques qu'il a dû essuyer, ce n'est pas juste des critiques, c'est des injures. Parce que les gens ont trouvé dans son cas quelque chose qui, ah ben tiens, enfin, il y a un symbole, enfin, c'est clair, enfin, c'est... Donc, c'est extrêmement difficile. Mais ça prouve au fait que ce n'est pas un problème simple, c'est que c'est un vrai problème. Et comme c'est un vrai problème, les gens se sont rapidement identifiés à lui. Et donc, il ne faut pas faire de lui... Il ne faut pas faire de lui un symbole, il n'est pas un symbole. Il est juste une victime, il n'est pas un symbole. Et il ne faut pas faire de lui ce qu'il n'est pas. Exactement. C'est pas que je vous coupe, mais je confirme ce que vous dites parce que ce qui est revenu très souvent, c'est de dire que ça aurait été n'importe quel autre noir en ce moment-là, dans cette situation, il aurait été arrêté, il aurait subi le même sort. Et donc, au-delà de sa personne, une certaine communauté a vu ça comme si c'était contre la communauté. Ce qui est arrivé, ce n'est pas juste contre Camara seul, mais c'est comme toute la communauté noire. Et donc, effectivement, il y a beaucoup qui ont été déçus par cette affaire-là. Maintenant, que tu sois juriste pragmatiste, comme Maître Fernando, si je peux me permettre la qualification, ou que tu sois psychologue, ou que tu sois un citoyen lambda, les positions diffèrent. Désolé de vous avoir coupé, mais... Non, mais peut-être que je vais juste conclure pour dire que je pense qu'aussi les communautés doivent mieux s'organiser. Mieux s'organiser dans le sens que en fait, c'est des choses qui existent aux États-Unis. Dans ces situations-là, la personne ne devrait pas ne pas avoir peur de se défendre. C'est-à-dire, il y a une certaine finance qui existe quelque part dans ces questions-là pour pouvoir prendre le relais rapidement. C'est-à-dire, vous êtes victime d'une certaine discrimination, d'un cas qui a été médiatisé. On ne veut pas que vous allez à l'amiable. À ce moment-là, on vous assure déjà un certain montant, même au cas où vous perdez votre cas, parce que tout simplement, c'est un apport financier que la communauté vous apporte parce qu'à ce moment-là, on veut faire de votre cas, pas juste un cas pour vous, mais pour pouvoir faire avancer les causes des communautés. Là-dessus, Dr. Sena, je pense que la colère que j'ai senti qui s'exprimait, c'est aussi, il faut comprendre qu'il y a près de 60 000 $ qui a été ramassé pour l'aider à couvrir ses frais juridiques. Et une grande majorité de ce montant-là vient de la communauté noire de Montréal qui s'est identifiée justement, comme vous dites, à sa cause. Donc, c'est sûr et certain, lorsque vous mettez la main au pot pour aider à emmener le dossier devant le tribunal et ça ne se rend pas, la frustration, autant la frustration est légitime que, à mon sens, le règlement aussi, lorsqu'on pourrait l'analyser de manière plus approfondie, est légitime également. D'autres réactions sur la question? Non. Alors, on a parlé de la responsabilité civile. On va essayer de retourner à la question, une question plus juridique. Il y a une question dans le chat que je ne vais pas me fatiguer de comprendre, je vais juste lire. Est-ce que le docteur Sena peut parler des effets criminogènes des interventions policières sur les jeunes? Merci beaucoup pour cette question parce que en fait, il y a une bombe à retardement. C'est une vraie bombe à retardement. Et il faut vraiment que... Moi, je travaille beaucoup avec les organismes communautaires et je suis vraiment pour à ce que les organismes communautaires travaillent sur ces enjeux-là pour éviter que cette bombe éclate. Parce qu'on pense que c'est simple, mais le nombre de jeunes que j'ai rencontrés et surtout qu'on a organisé un ensemble de focus group sur la violence policière et où des jeunes disaient ben moi, il y a une expression qui a été beaucoup utilisée que je vais le dire parce que ça a été tellement beaucoup utilisé.
il faut qu'on arrête de descendre notre pantalon quand on voit des policiers. Et c'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'à un moment ou un autre, il faut qu'on réagisse avec les policiers. Il y avait même, en fait, deux jeunes qui sont proches et qui avaient expliqué que eux, comme ils avaient des enfants, je parle de jeunes, je ne devrais même pas parler de jeunes, vraiment d'environ une trentaine d'années, et qu'ils avaient pris de grosses assurances de vie avec l'idée que de toutes les manières, un jour ou l'autre, qu'un policier va essayer de les attaquer, ils vont se défendre au point que, ben, tiens, ils vont certainement mourir, mais ils vont se défendre, mais il y aura une grosse assurance vie pour leurs enfants. On en est là. On en est là. Et au Canada, de manière générale, on a tendance à minimiser ces choses-là, à dire, ouais, ça se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas chez nous. Et donc, il faut vraiment qu'à un moment, on puisse comprendre que plus il y en a, ben, c'est comme la radicalisation. La radicalisation appelle la radicalisation. Vous avez aujourd'hui un ensemble de jeunes issus des communautés noires, par exemple, qui sont hyper radicalisés sur la question de la police. Et quand ils voient un policier, pour eux, c'est une menace. Et moi, avant, je ne le comprenais pas, pour être franc, jusqu'à ce qu'à un moment, en un mois, je me suis fait arrêter par la police à 22 reprises. 22 reprises en un mois. À un moment, vous vous dites, mais en plus, la même voiture de policier m'a arrêté, je pense, au moins 6-8 fois. À un moment, vous vous dites, mais OK, il est où le problème? Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais à un moment, attendez, il est où le problème? Si vous avez un problème, venez, appelez-moi en justice, on discutera, appelez-moi au commissariat, je viendrai. Mais quand vous vivez ça, qu'est-ce que vous faites? Et en plus de ça, même quand vous élevez des enfants, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Vous leur dites d'avoir peur de la police? Vous leur dites de s'en méfier? Ou vous leur dites que la police est là pour les protéger? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Et vos enfants sont fascinés par la police. Moi, j'en ai des enfants de 2-4 ans. Ils sont fascinés par la police. Ils m'en parlent tout le temps. Et à chaque fois qu'ils m'en parlent, ça me rend mal à l'aise. Et vous parlez avec quelqu'un j'ai une grande réflexivité, je travaille sur ces enjeux-là, je connais les enjeux, mais en dehors de ça, si moi qui suis psychologue, quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui, je peux me poser des questions et j'ai du mal, à chaque fois que mes enfants me parlent de la police, je me pose la question et en famille, on discute, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Et maintenant, parler à des jeunes qui n'ont pas les ressources que j'ai, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est un bon retardement. À un moment ou un autre, on va se retrouver devant ça parce que tout simplement, on ne veut pas prendre de responsabilité pour former les policiers. Aujourd'hui encore, on a même la question de la caméra, on en parle, on ne sait pas quoi faire et on ne prend pas les vraies dispositions pour résoudre le problème. Et j'espère en tout cas que ce n'est pas le jour où il y aura l'irréparable. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, voilà. Et en plus de ça, si l'irréparable vient de la part de jeunes, ça va être encore une sorte d'alibi pour renforcer ce qui est déjà mauvais, qui est en train d'être fait. Alors, face à cette réalité difficile, et moi, je ne veux pas témoigner, mais moi, je fais un peu comme vous, docteur, c'est-à-dire que je me suis forgé une carapace, tout glisse sur moi, mais il y a des choses qui arrivent quand même à passer la carapace et qui t'atteignent. Et c'est quand même drôle de savoir que même les personnes qui sont éduquées comme nous avions encore de la difficulté à gérer cette affaire-là et qui travaillent sur la question. Donc, je me demande les jeunes, les plus jeunes qui n'ont aucun recul, aucune formation pour aborder cette question-là, c'est vraiment compliqué. Très rapidement, moi, je fais beaucoup de basket dans la communauté et consorts. Et quand je joue au basket, je rencontre des jeunes qui disent « Ah, le juriste, et tout ça. » Et ils me disent « Ah, mais Christian, mais comment ça se fait qu'on a remarqué que dans les activités de participation, libre participation à Gatineau, on a diminué toutes les activités où nous, les Noirs, on participait plus et tout ce qui est hockey, où les Blancs participent plus, il y a plus de créneaux et consorts. Toi, tu es juriste, va parler pour nous.
Ça veut dire quoi? Je parle des jeunes de 12 ans, 13 ans qui font déjà cette interprétation des choses. Moi, ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété. Je me suis dit, oh, ouais, c'est correct, c'est pas fait exprès, ça va aller, Et je suis allé, j'ai écrit directement à la ville pour dire, est-ce qu'il y a possibilité de revoir certaines choses parce que la perception qui est faite des WAR, elle est un peu problématique. Donc, pour dire que ce n'est pas une question qui est réglée, c'est une question qui est très présente, très actuelle et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, mais il faut quand même trouver des solutions. Et c'est en termes de solutions que je vais peut-être poser une dernière question parce que le temps file vite. J'aimerais écouter la professeure Marie-Ève, Thierry et vous autres concernant les solutions par rapport aux policiers qui sont individuellement racistes. Qu'est-ce qu'on peut faire concernant ces policiers? Parce qu'il y a des policiers qui, eux, sont racistes et se cachent derrière l'uniforme, sachant que l'uniforme les protège pour faire leur sale besogne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir, pour rendre la police plus crédible et plus efficace? C'est ma question. Si, peut-être je peux commencer. Je pense qu'il y a certainement une question d'éducation qui est fondamentale et qui débute bien avant que les personnes rentrent dans le service de police. Je pense qu'il y a une facette qui est la formation des policiers et des policières et de comprendre les conséquences du profilage racial et du racisme. Je pense qu'il y a un élément des embauches des corps de police, de comment déterminer qui rentre dans la police, qui ne rentre pas. Et je pense qu'il y a aussi une importance en termes de représentativité et de diversité dans les corps policiers aussi. Et ça, c'est... Je veux dire, les solutions sont... Je veux dire, il doit y avoir plusieurs éléments qui travaillent ensemble pour améliorer comment les policiers agissent, puis pour contrer des comportements, des réflexions, des pensées qui sont de nature discriminatoire ou raciste. Fait que je pense qu'il y a plusieurs facettes, puis il y a aussi une question d'une culture organisationnelle ou institutionnelle qui doit être adressée aussi. Fait que ça, c'est juste quelques réflexions générales. Et j'aimerais entendre évidemment les points de vue de mes collègues aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Thierry. Oui. Mais pour ma part, juste pour faire la suite, je ne pourrais pas aussi bien parler que Thierry qui a vécu comme policier, mais c'est vrai que c'est important peut-être de distinguer, puis ce serait juste une piste de réflexion entre la responsabilisation et la responsabilité. La responsabilité, c'est une fois que le dommage est subi par une victime, et en amont, la responsabilisation, donc l'importance, c'est ça, d'être bien formé justement pour ne pas voir sa responsabilité civile engagée. Donc, une dissociation, à mon avis, qui est importante ici. Peut-être que je pourrais juste dire deux mots. Premièrement, je pense que la formation est importante. Il faut former les policiers et ce n'est pas après leur formation. Il faut que ça fasse partie, il faut qu'ils aient un cours dans leur formation sur ces enjeux-là. Et il faut, pendant toute leur formation, qu'on demande à chaque formateur d'intégrer des aspects culturels, des aspects raciaux dans leur formation. Donc, chaque formation, mais aussi un cours sur ces enjeux-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des responsables de ces enjeux-là au sein du corps policier. La troisième chose, c'est que la responsabilité personnelle du policier doit être engagée aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas chaque fois se cacher derrière l'institution. Dans des cas où c'est avéré de profilage racial, il faut que la responsabilité personnelle du policier puisse être engagée. Et je pense qu'avec ces mesures-là, on serait déjà rendu pas mal loin. Succinctement sur ce que tu dis, Dr. Sena, c'est quelque chose qui existe déjà. Le tribunal des droits de la personne le fait. Malgré le précédent que tu as cité, Marie-Ève, très souvent, le tribunal des droits de la personne préfère, au niveau des dommages et intérêts,
au niveau du 49.2. Donc, préfère condamner personnellement les policiers que la ville. C'est des montants de 2 000, 1 000 $, c'est pas très important, mais quand même, c'est là. Moi, je pense que la dernière chose que j'ajouterais, ce serait la question vraiment de la volonté, surtout des corps policiers à vouloir se réformer et à comprendre le problème. Dans le dossier que je vous ai nommé récemment, que j'ai plaidé, j'ai posé la question aux policiers en contre-interrogatoire, est-ce qu'ils connaissaient le rapport Harmonie? Rapport Harmonie, je pense que c'est la base. On dit, oh oui, je le connais. Je demandais de me nommer une statistique, un élément du rapport, absolument rien. Tandis que ce policier avait suivi une formation qui a été donnée à tous les policiers parce que ça faisait partie des recommandations, mais ne peut même pas me nommer un seul élément du fondement de ce rapport-là qui a donné lieu à une politique au niveau des interprétations, au niveau de la ville de Montréal. Et quand je vous pose la question, qu'est-ce que ça a changé, cette politique, dans votre travail? Absolument rien. Donc, la politique a été créée de manière très au niveau, moi je dis c'est un marketing qu'on a fait, mais pas avec une volonté réelle de dire on doit se transformer. Il se passe quelque chose à Repentigny que je trouve qui est bien, parce qu'on a une chef de police qui vraiment a cette volonté sincère, c'est mon opinion là-dessus, pour lui avoir parlé, de vouloir transformer son corps policier, mais il y a beaucoup de résistance de la part des membres, donc c'est pas quelque chose de facile. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense, il y en a qui vous disent merci dans le chat. Il y a beaucoup aussi, vraiment, il y en a pas, hein, il y en a beaucoup qui vous disent merci pour votre présentation. Je vais demander la permission au professeur Terry de terminer cette rencontre parce que je pense qu'on a dépassé le temps. Certainement. On a dépassé le temps. Puis, je veux juste remercier tout le monde. Puis, c'était vraiment un honneur d'être ici avec vous tous et toutes aujourd'hui. Et merci beaucoup pour le tout. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant que je ne me fasse le plaisir en tant que modérateur avec d'aussi grands professeurs, d'aussi grands experts de clore le panel. Un dernier mot? Non, la seule chose que je dirais aux étudiants en droit qui sont intéressés à cette question-là, le cours sera donné à l'Université d'Ottawa. La question sur le profilage racial sera donnée à partir du mois de mai, donc pendant les 2 prochains mois dans la session d'été. Donc, inscrivez-vous si c'est quelque chose que vous voulez explorer davantage. Merci Thierry et Marie-Ève pour l'initiative. Merci à vous. Merci. Alors, merci beaucoup à tout un chacun. J'ai beaucoup appris. Nous avons parlé de la théorie, nous avons parlé de la pratique, nous avons abordé des questions juridiques, nous avons abordé des questions psychologiques, nous sommes allés au plus près de la pratique, c'est-à-dire des effets sur la psychologie des personnes. Et donc, je tiens à vous dire un grand merci pour votre disponibilité, pour votre rigueur et pour tout le sérieux que vous avez mis dans cette communication, dans cet événement, malgré qu'on a dépassé largement le temps. Je vois encore des sourires sur des visages. Ça veut dire que vous avez eu du plaisir, tout comme j'espère que ça va se répéter. Et donc, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci Christian. Merci tout le monde. Bye bye.